connaît la brillante civilisation chinoise qui s'est développée sur les rives du fleuve Jaune il y a 4000 ans. Mais que sait-on des vastes contrées à l'ouest de la Grande Muraille? Ces dernières années, des fouilles dans le désert du Taklamakan ont révélé une étonnante civilisation qui vivait aux confins de l'Empire chinois, voici 2500 ans. La découverte récente de momies est venue confirmer l'existence d'un peuple du désert. Qui était-il? Des sédentaires ou des nomades venus d'ailleurs? À quelle civilisation se rattachait-il? Le Taklamakan, une véritable sensation de fin du monde, attend le voyageur qui s'aventure dans ce désert, balayé par de violentes tempêtes de sable. Avec un nom qui signifie le pays d'où l'on ne revient pas, il a toujours été la terreur des caravanes qui devaient le franchir pour atteindre la Chine, l'Inde ou la Perse. Une carte du relief montre à quel point le destin de cette région a été façonné par sa géographie. Au centre, le Taklamakan, une cuvette de 1000 km de long sur 600 km de large, prolongeant le désert de Gobi, est cernée par des montagnes parmi les plus hautes et les plus inaccessibles du globe. Des torrents dévalent les pentes de glaciers qui culminent à plus de 7000 mètres, en creusant sur leur passage des gorges vertigineuses. Parvenues au pied des montagnes, ces rivières irriguent les oasis qui se sont développées en bordure du désert. Il y a 10 000 ans, elles traversaient le Taklamakan de part en part. À la suite de bouleversements géographiques et climatiques, leur débit s'est ralenti et les eaux se perdent maintenant dans les sables. Des caravanes ont relié pendant 2000 ans les oasis qui jalonnent la route de la soie, la plus grande voie de communication terrestre de l'histoire, entre Chine et Méditerranée. Ouïghours, Kirghizes, Kazakhs, Tadjiks, Ouzbeks, Mongols et Han, une incroyable mosaïque de peuples d'Asie centrale et de Chine vit dans ces oasis aux noms légendaires: Kashgar, Yarkand, Kutcha, Khotan, Kiria, Charchan. De grandes peupleraies constituent leur seul rempart contre les tempêtes qui soufflent 50 jours par an et menacent l'antique système d'irrigation quadrillant les cultures. Ouais, si ça se trouve, même les cavités, là, c'est peut-être des tombes déjà. Corinne de Ben-Francfort, archéologue française et sinologue, a eu le coup de foudre pour cette région il y a 20 ans. Elle décide alors de se consacrer à l'étude des époques antérieures à la route de la soie, dont on ignore presque tout. Depuis une dizaine d'années, des archéologues chinois ont exhumé des sites funéraires datant des époques antérieures à la conquête chinoise, il y a 2200 ans. À Jiakhunlu, une équipe conduite par l'archéologue Wampo a retrouvé de grandes tombes collectives. Mais à quelle culture appartiennent ces morts? En l'absence de vestiges d'habitat auxquels les rattacher, leur interprétation reste difficile et lacunaire. Chercheur au CNRS, Corinne de Ben-Francfort travaille depuis 15 ans avec l'Institut d'archéologie du Xinjiang et son directeur, Idriss Abdurressoul, un archéologue natif de cette région. En 1991, profitant de la réouverture du pays aux archéologues étrangers, il se lance dans un projet ambitieux,
retrouver les traces de peuplements anciens au Taklamakan. Les archéologues commencent par prospecter la région avant de se fixer sur une partie inexplorée, la vallée de la Kéria, un fleuve aux allures tranquilles qui se perd aujourd'hui dans les sables à 250 km à l'intérieur du désert. L'étude de cet environnement menacé par les dunes conduit Corinne et Idriss à la conviction que les zones de population se sont toujours concentrées dans les deltas. Les images satellitaires les confortent. Près du delta actuel, ils repèrent le tracé d'anciens cours asséchés, preuve que le lit de la Kéria s'est déplacé au cours du temps, à la suite de mouvements tectoniques fréquents dans cette région. En 1991, une mission franco-chinoise part prospecter les cours de la Kéria. C'est à Darayen, la dernière oasis habitée par des chameliers ouïghours, sur le delta, que commence la véritable expédition. L'équipe d'archéologues débarque à l'automne, seule saison favorable aux fouilles, dans ce désert soumis à des amplitudes thermiques extrêmes. Des chameaux assurent le transport des vivres et de l'eau nécessaires à la durée de la mission. Guidée par des chameliers qui se repèrent à la couleur du sable, la caravane s'engage dans les lits asséchés du fleuve disparu. Les archéologues doivent apprivoiser cet océan de dunes qu'ils ne connaissent pas et où tant de caravanes ont disparu sans laisser de traces. Ils décident de retrouver Karadong, une antique cité ensevelie sous les sables pour laquelle ils disposent de données cartographiques datant du début du siècle. Sven Hedin, un géographe suédois, sillonne déjà la région à la fin du XIXe siècle. À cette époque, la route de la soie commence à attirer des explorateurs à la recherche de vestiges du bouddhisme et de trésors archéologiques. Soutenus par les puissances occidentales, qui ont des visées sur ces contrées inconnues, ces pionniers n'hésitent pas à se lancer à l'assaut du Taklamakan. Ayant sous-évalué les dangers du désert, Hedin affronte d'effroyables tempêtes au cours de sa première expédition et deux de ses compagnons périssent en route. Poursuivant son projet de cartographier la région, il repart 2 ans plus tard et découvre en 1896 les ruines d'une cité antique, Karadong. Mais la carte d'Hedin est imprécise. Après un mois de vaine prospection, la mission franco-chinoise est sur le point d'abandonner. Ce sont les indications d'un berger ouïghour qui la met in extremis sur la voie de Karadong, la cité fantôme décrite par Hedin. Quelques bois desséchés aux aspects de squelettes grimaçants, c'est tout ce qu'il reste de cette grande oasis du IIIe siècle de notre ère, sur la piste reliant le nord et le sud du Taklamakan. À cet emplacement, se dressait un fortin abritant probablement l'une des garnisons chinoises, postées aux marges de l'Empire, depuis la conquête de cette région 2 siècles avant Jésus-Christ. En retrouvant ces premiers vestiges, les archéologues commencent leur remontée du temps. C'est en 1993 et 1994 que la mission franco-chinoise a véritablement fouillé le site de Karadong. Lors de ces expéditions, nous avons retrouvé de nombreux vestiges d'habitation ainsi que des sanctuaires. En fouillant ces sanctuaires, nous avons retrouvé des peintures. Un déplacement de dunes a fait affleurer les fondations de 2 petits sanctuaires. Des peintures murales jonchent le sol, mêlées à la terre. Un rapide examen confirme qu'il s'agit de peintures bouddhiques du début de notre ère, les plus anciennes jamais découvertes en Chine. Les archéologues savent qu'elles seront perdues s'ils ne les prélèvent pas. Les traces d'un premier pillage sont visibles.
et si les chercheurs d'or ne repassent pas, le vent se chargera de les réensevelir. Le 29 on l'a, hein. Ça doit être 30. Mais il est où le 29? Ils se mettent au travail et retirent des décombres des fragments de peinture très dégradés, presque effacés. Doucement là, doucement. Ok. Ah ouais. Doucement. Ah. Georges Vasquez, conservateur-restaurateur de la mission, prélève ensuite avec son collègue chinois, Lidja Trouzi, les parties peintes qui tiennent encore dans l'espoir de les sauver. Parfait. Bravo, alors maintenant c'est bon. C'est génial. Après des mois d'un travail de restauration comparable à un impossible puzzle, le résultat est stupéfiant. Des visages de Bouddha émergent du chaos laissé par près de 20 siècles d'abandon. Au début de notre ère, des artistes itinérants venus du nord de l'Inde ont traduit sous leur pinceau ce témoignage d'un bouddhisme proche des origines. Autre prouesse des scientifiques, l'architecture des sanctuaires. Elle a pu être reconstituée grâce au relevé minutieux des bois de charpente effondrés. On sait qu'à l'époque de l'expansion du bouddhisme vers la Chine, il devait exister de tels sanctuaires dans toutes les oasis de cette route de la soie qui favorisait les échanges et le brassage des hommes, des matières premières et des idées. Les grands explorateurs du début du siècle avaient trouvé des vestiges des époques historiques, la route de la soie. Notre idée, c'était de remonter le temps et de prouver qu'il y avait eu des gens qui s'étaient établis dans des oasis anciennes, maintenant complètement disparues dans les sables, bien avant l'époque de la route de la soie. Pendant 2 ans, la mission prospecte les abords d'un delta plus ancien de la Kéria, mais sans grand résultat. Les vestiges trouvés sont ténus et trop mal conservés pour donner une idée de la vie des gens avant Caradong. Quelques ossements, des meules en pierre, des tessons de céramique. Les archéologues prennent le chemin du retour, quand ils aperçoivent une barrière sombre à l'horizon, comme une anomalie dans le paysage. En s'approchant, la ligne d'un rempart érodé émerge des dunes qui le dissimulaient. Le grand moment, ça a été la découverte de Jumbulakum. Et en plus, c'était pas une maison isolée ou un tas de tessons, c'était une ville avec une enceinte, un réseau d'irrigation autour, des tombes. Donc c'était un ensemble complet d'un seul coup. C'était plus un point sur la carte, mais toute une partie de vie qui se mettait à renaître. Ils baptisent cette cité Jumbulakum, un nom qui signifie les sables ronds en langue ouïghour. Sa datation révèle un site du milieu du 1er millénaire avant Jésus-Christ, près de 800 ans avant Caradong. Cette découverte extraordinaire ouvre une fenêtre sur un passé inconnu. Les jours suivants, un rempart en briques crues de plusieurs mètres de haut et 2 portes monumentales sont dégagées des sables. Bientôt, le plan d'une cité fortifiée de 10 hectares se précise sous le crayon de Joël Suire,
le topographe, et de Thibaut Fournet, l'architecte de la mission. Sur des kilomètres, des traces d'anciens canaux d'irrigation soulignent une maîtrise inattendue des techniques agricoles, bien avant la conquête chinoise. Des silos à grains contenant du millet, de l'orge et du blé attestent une population sédentarisée d'agriculteurs, alors qu'on croyait ce désert uniquement peuplé de tribus nomades. À l'intérieur des murs, les archéologues retrouvent des outils pour la vie domestique, l'élevage ou l'usage agricole, dont la fonction leur échappe parfois. Des fragments de fourrure et des plats à décors gravés qui rappellent l'art des steppes leur révèlent l'existence d'une faune variée en bordure du désert, comme le loup et le cerf. Des poteries, des meules en granit et des pierres à aiguiser, des peignes de tisserand, des petits fuseaux en bois et des fragments d'étoffe complètent l'image d'une civilisation très développée. Même si le temps a terni leur aspect, la finesse des tissus, la rareté de leurs imperfections et la variété des couleurs témoignent d'un art du tissage impressionnant. J'ai l'impression que les fils de couture... Ah si. C'est bien, Il y a encore le fil, c'est très très serré, mais c'est... Pour Sophie Desrosiers et Dominique Cardon, spécialistes des textiles anciens et des matières colorantes, l'analyse minutieuse des fragments retrouvés dans les tombes va permettre de mieux connaître cette étonnante culture de l'âge du fer. Tout petit point, très serré. Vraiment un beau travail de cordonnier. Les chercheurs sont frappés par la maîtrise des habitants de Jumbulakkum, à chaque stade de la fabrication. Comment obtenaient-ils ces couleurs? Par exemple le rouge de cette tunique. Corinne, Dominique et Sophie décident d'enquêter pour savoir si les anciens habitants de la Quérilla partageaient ce savoir-faire avec d'autres communautés. Une surprise les attend à Charchan, une grande oasis sur la route de la soie. Pendant l'hiver, et tu vois jusqu'où elle monte en fait. Ça, c'en est ce petit là qui monte cette partie. Tous ces feuillages qu'on voit là, qui font... Mais ça grimpe très haut. Elle est très très belle. Et puis tu as vu la taille des racines, c'est fantastique. Voilà. Il y a encore de la teinture aussi au pied des... Ça c'est le début des tiges. Donc là c'est la racine qu'on utilise. Oui. Bande. Ça donne du jaune. Bande. Ah oui. Ça donne pas du rouge. Ah oui, d'accord. Bande. Oui, ça, oui, peut-être, mais la racine là, ça c'est du rouge. J'ai gauche Oui. Ça dépend si elles sont... Cette garance des teinturiers, cultivée de l'Asie centrale à l'Europe, permettait aux habitants du désert d'obtenir certains de ces rouges, toujours aussi flamboyants 25 siècles après. Magnifique. En poursuivant ses investigations, Corinne découvre dans les réserves archéologiques de Charchan des objets à décor animalier étrangement proches de ceux de la Quérilla. L'analyse des tissus retrouvés dans des tombes de la même époque que Jumbulakkum confirme une culture commune aux peuples de la région. L'enquête les entraîne dans les bazars, à la recherche de matières et colorants naturels qui auraient pu être en usage il y a 2500 ans. On vendait traditionnellement les plantes tinctoriales et médicinales avec les épices, mais les colorants artificiels ont fini par les remplacer. Plus loin, la découverte de feuilles de pastel, encore utilisées par les femmes pour se teindre les cheveux, leur révèle l'origine du bleu indigo des tissus de Jumbulakkum. À Khotan, on dévide les cocons de soie dans les maisons, comme aux époques reculées de la route de la soie.
On a longtemps cru que la culture textile de la région datait de l'introduction du verre à soie par les Chinois au début de notre ère. La découverte de Jumbulakkum révèle l'existence de traditions bien plus anciennes. Aujourd'hui encore, les artisans locaux tissent les étoffes d'ikat, la soie locale, sur des métiers qui n'ont pas changé depuis des millénaires. La première étape de l'enquête sur l'histoire inconnue de ce peuple s'achève. Grâce à un patient travail de déduction réalisé sur quelques fragments, Sophie Desrosiers a pu reconstituer le vêtement des habitants de Jumbulakkum. Voilà le résultat final, la tunique qui a été reconstituée avec des tissus modernes, mais les plus proches possibles de ceux qui avaient servi à faire l'original. Un grand linceul en sergé, retrouvé dans une sépulture, intéresse les chercheurs par l'étrangeté de son contenu. 2 squelettes qui ont été inhumés tête bêche, avec à leur côté des pointes de flèches. Ces 2 sujets sont une véritable énigme. Leur crâne présente de nombreuses lésions provoquées par des armes ou des outils tranchants. On pense à une exécution, mais par qui? Comment? Pourquoi? Les chercheurs sont pour l'instant sans réponse. Une nouvelle mission est lancée. Cette fois, l'objectif est de fouiller les cimetières retrouvés à l'extérieur de Jumbulakkum afin de mieux comprendre l'organisation sociale de la cité. Les archéologues espèrent aussi trouver des indices pour comprendre l'énigme de ces crânes transpercés. Une énorme surprise les attend. À la faveur d'une tempête, une dune a été déplacée par le vent et des tombes affleurent à même le sol. L'une d'elles offre au regard son précieux contenu, le corps d'une momie qui semble intacte. À quelques mètres, Idriss et Corinne découvrent d'autres tombes. Inhumées dans des sarcophages en peuplier ou dans des tombeaux à parois de bois et de roseaux, ces momies dormaient dans les sables depuis 2500 ans. Grâce à cette découverte extraordinaire, les archéologues viennent de retrouver ces anciens habitants du désert qu'ils cherchaient depuis 10 ans. En tout, les momies de 5 adultes sont extraites de leur gangue de sable. Il faut faire vite pour les prélever avant la prochaine tempête, mais avec d'infinies précautions pour ne pas abîmer ces corps fragilisés. Elle me plaît bien celle-là, je sais pas pourquoi. Celle-là, on s'y attache. Hein. Oui. Ah, elle est mignonne. Dans les cercueils, les archéologues trouvent des offrandes, un bol de céréales et des galettes pour le voyage vers l'au-delà, et des objets du quotidien, un instrument de tissage pour les femmes, une pointe de flèche ou un couteau pour les hommes. Un suaire rouge, parfois rehaussé de perles de verre, leur cache le visage. Toute cette zone-là est vachement importante parce qu'on la retrouvera, tu vois, toute la tête, tout ce qui est le suaire, le feutre. Ces momies portent des moufles et des pelisses en fourrure, comme si l'inhumation avait eu lieu en hiver. Les archéologues n'ont rien prévu pour le transport de ces fragiles vestiges. Pendant qu'ils les emballent, des chameliers partent chercher du bois à Taroyen, à 2 jours de marche, pour la fabrication des caisses. Au terme d'une mission épuisante, la caravane retraverse le désert avec sa précieuse cargaison pour un voyage de 2000 km à dos de chameau, puis en camion, jusqu'à la capitale régionale.
Un an plus tard, Corinne est de retour en Chine avec une équipe de chercheurs pour étudier ces momies à l'Institut d'archéologie où les attend Idriss. Pour la première fois, des scientifiques vont pouvoir analyser des individus de l'âge du fer dont ils ont également retrouvé la cité où ils vivaient. Apparemment, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas d'odeur apparemment. Non, je crois que c'est bon là, sur celle-ci. Alors celle-ci, c'est MD15, c'est l'homme avec le pantalon brodé. C'est tellement bien emballé. Alors attends, je voudrais trouver ma petite vieille. C'est la dame à la licorne. Alors elle est intacte là. C'est pour ça qu'il y a ce décrochement. Ça, c'est pour ses genoux. Ah, c'est pour les genoux. Oui, la tête est de ce côté-là. La tête est là, les pieds sont là. Mais elle est toute petite, elle est ratatinée. Toutes elles sont. Celle-là, elle est entière, celle-là, elle est entière. Elles sont toutes entières, on ne les a pas touchées. Le fuseau avec la laine, il est quelque part là-dedans aussi. Je voudrais voir. Ah oui, donc il y a tout l'ensemble. Non, ça a l'air sympa. Rassurée sur l'état de conservation des momies, l'équipe se met au travail. Ne t'inquiète pas, il y a du coton en dessous. Il y a une mousse. Attends, j'ai une main qui tremble. Il faut d'abord vérifier qu'elles n'ont pas été abîmées par les chaos du voyage. Avec l'aide d'Idriss et de Nathalie Richard, conservateur-restaurateur, Corinne retire les couches de protection qui ont maintenu les momies durant le transport. Je vais d'abord peut-être couper avant que vous enleviez. Ici, non? Fais attention à la pointe. Oui, elle a dû baisser. Bon, ça va, ça. Super. Ça a bien tenu, hein, dis donc, pendant le voyage. Elle a pris le chameau. Mais oui, mais elle a bien aimé, hein. Une nouvelle fouille commence, cette fois en laboratoire. Corinne et Idriss se penchent sur les restes d'un bébé. À Djouboulankoum, chaque défunt, même les nouveau-nés, était enterré dans une tombe individuelle. Dans le terrain, d'habitude, on est toujours sur un chantier différent. On est toujours à marcher. Toi, tu cours dans les dunes, pendant que je gratte au ras du sol. Le déballage des momies déclenche la visite des responsables locaux de la culture. Dans cette région qui a toujours été une terre de brassage, la question des origines reste une énigme et un sujet sensible. Je mousseline, ils tiennent. La première momie est celle d'un homme de 30 ans, enterré dans un tronc de peuplier entier et évidé. Dans une région où le bois a toujours été rare, ce mode d'inhumation semble être la marque d'un privilège. Une autre momie, retrouvée écrasée sous la toiture de sa tombe, est la plus richement vêtue. Cet homme de grande taille porte une belle pelisse en cuir de différentes couleurs et un pantalon magnifiquement brodé. Il y a un endroit où tu le vois encore mieux, où c'est plus frêle. Alors là, c'est pareil, tout est assorti, la ceinture de la pelisse. C'est un patchwork en fait. Sur son suaire sont cousues de petites perles de verre. C'est le suaire qui est perlé. Tout désigne en lui un personnage important et laisse penser que la société de Djouboulankoum était assez hiérarchisée. Ces momies sont allongées sur le dos, comme la plupart de celles du Taklamakan. Leur tête enveloppée d'un bonnet repose sur un oreiller en fibre végétale. Fait très rare, elles ont le visage caché par un suaire rouge, cousu au bonnet, comme pour ce jeune adulte d'environ 25 ans. Ah, ça c'est pas mal.
Voilà. Et alors il y a la corne là qui... Ce qui est fantastique, c'est que vous ayez pu le ramener. Oui, c'est ça, c'est incroyable. Hein? Elle m'a donné beaucoup de soucis, mamie. La doyenne des momies retrouvées à Jumbulakkum est une femme d'environ 60 ans, un âge exceptionnel pour cette population. Son diadème en cuivre et sa splendide coiffure terminée par une longue corde métallique désignent sûrement quelqu'un d'influent. Donc, est-ce que là on peut soulever la voilette? Ça, à mon avis, c'est autant l'autre, celle qu'on voyait hier, ça semblait possible. Là, ça semble. On va voir. Tu peux, non, mais peut-être qu'on peut juste écarter un peu et voir au niveau des joues, mais on verra ça après. Le sens de la rigidité. Il faut qu'on la prépare déjà. Il y a un gros boulot de préparation, c'est ce que je voulais dire. Oui, ça c'est clair. Largeur bizygomatique. Largeur bizygomatique. Médecin légiste et anthropologue, Annie Giraud reprend l'étude des crânes transpercés pendant qu'Éric Krubézy, anthropobiologiste et spécialiste de l'ADN ancien, procède à l'étude des 57 squelettes rapportés des fouilles. 43. Chez la plupart des sujets où les dents sont bien conservées, on a cette usure qui est très marquée. Oui. On a une usure en plateau. J'ai déjà vu des choses semblables en Mongolie, mais moins marquées. Et c'était pour le tannage des peaux. Ça a déjà été, enfin en tout cas pour l'assouplissement des peaux. Ils appellent ça sentir la peau en Mongolie. Donc tu as des pluies qui ne pas très bien, mais... Attends, excuse-moi, pendant un moment je te réponds pas, je suis sur du cuir. D'accord, ouais, non, vas-y. Et là c'est hyper délicat. Les pelisses et les bottes que portent ces momies confirment le diagnostic d'Éric. Les habitants de Jumbulakkum travaillaient les cuirs et les peaux. Mais avant de pouvoir accéder à la structure du vêtement, un petit coup d'aspirateur est nécessaire. Pour Bernadette Robb, spécialiste des fourrures et des peaux dans les civilisations du Grand Nord, ce peuple du désert maîtrisait les subtilités du tannage. On se rend compte que vraiment, ils avaient une connaissance complète des matériaux. Ils allaient très loin dans la technique, ils font des points extraordinaires. Mais au niveau des peaux et fourrures, ils jonglent absolument sur toute la gamme. Ils arrivent à faire des décorations, probablement avec du loup, pour ce qui est la partie toute fine noire. Donc vraiment une connaissance fine. Et puis les teintes, les couleurs et les poils courts d'autres animaux pour faire justement des contrastes de couleurs et de raffinement des choses. Une impression de raffinement que confirme le vêtement de l'homme écrasé. Ces broderies et ornements sont d'une grande finesse de tissage et impressionnent les chercheurs par la beauté des couleurs et des motifs. Les décors de volutes végétales, inspirés de la Perse achéménide, leur rappellent les tombes gelées de l'Altaï, le pays des Scythes, à 1200 km plus au nord. Si on peut renettoyer là, ce sera pas mal. J'ai mal interprété sur le terrain. Je pensais que c'était le... On ne voyait pas du tout que ça continuait. On pensait que c'était... La cinquième et dernière momie de Jumbulakkum est un cas à part. Celui-là, on a commencé à vous le toiletter. Vêtu d'une simple tunique et d'un pantalon en laine, son visage est enveloppé dans un suaire différent des autres. C'est celui qui a des conditions d'inhumation très particulières par rapport aux autres. Il n'avait pas d'offrande non plus. Il y a des tas de choses qui sont... Il n'a pas d'études. Donc il faut voir ce qui tient. Ils sont des gages impénibles mystère. Le nombre impressionnant de ces fractures intrigue les anthropologues. L'impact, il est là, c'est ça? Oui, on voit bien l'impact. Et sur l'autre membre inférieur, c'est pareil. Oui. Un là. Ouais, ils ont tapé pas mal. Hein. Ils ont brisé les membres. C'est par bris ou par... Ah non, il y a eu des impacts de titi tranchants. Oui. Ils ont voulu le sectionner. Ils ont vraiment voulu le sectionner. C'est pour ça qu'on a dit qu'il avait été vraiment martyrisé. Oui. Grâce à un endoscope introduit à l'intérieur du vêtement, Annie repère d'autres fractures. Mais elle ne peut accéder au reste du corps sans provoquer de dégâts irréversibles. A priori, là, c'est une fracture, mais on ne voit pas le bord inférieur. Donc je ne sais pas si c'est un truc tranchant ou pas. Comment enquêter sur leur âge, leur maladie, les causes de leur décès, sans détruire les pelisses et les corps?
2 nuits à l'hôpital de Urumqi vont leur permettre de relever ce défi. Grâce à la technologie la plus moderne, les scientifiques vont pouvoir procéder à la dissection virtuelle des momies. Une reconstitution en 3 dimensions, à partir des 1500 coupes enregistrées au scanner, permettra d'étudier la morphologie et les pathologies de chaque individu. Comment est-ce que ça tient? Les scientifiques vont pouvoir déceler la présence d'organes et vérifier si la momification résulte de la seule sécheresse du climat ou d'une intervention humaine, comme chez les anciens Égyptiens. Ah, ça va être super. Là, on voit la planche de bois qui est sous la tête, là, sous l'oreiller. Superbe, avec les rayons. Alors, tu vois, il y a quelque chose dans le crâne. Les cernes, pardon. Il y a quelque chose dans le crâne, tu dis? Il y a quelque chose dans le crâne, tu vois. Normalement, c'est du sable qui est rentré, tu vois. Ah oui, au fond, là, la cuvette. Il y a des organes maintenant, là, tu peux voir, hein, il y a des trucs bizarres ici. Oui, on voit des... Là, il pourrait y avoir des organes abdominaux. Là, par exemple, à ce niveau-là, on pourrait commencer à voir tout ce que tu vois qui se balade. Ça pourrait être... Intestin. Ouais, ce qui reste de l'intestin. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est beau. Le scanner leur confirme l'absence de technique d'embaumement. Mais il leur permet aussi de repérer des anomalies anatomiques. Et les crânes transpercés livrent enfin une partie de leur secret. Il s'agit de 2 parents, probablement un père et son fils, qui ont été massacrés lors d'une exécution. On a retrouvé en fait 14 impacts. Donc si tu veux, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. C'est que tu as des orifices qui sont arrondis, donc certains qui sont très réguliers. Il y a des orifices comme celui-ci qui sont quadrangulaires. Et puis ensuite, il y a cette lésion. Donc là, ça c'est un éclat. Donc ça évoque une percussion par un instrument style sabre ou coup de hache. Il y avait plein de pointes de flèches, plein de flèches en bois retrouvées sur le site. Bon, on sait que ces flèches ne servaient pas seulement pour la chasse, mais qu'il y avait au moins des conflits ou des règlements de compte assez sévères. Bon, c'est une période troublée, on le sait, dans toute cette région, entre les sédentaires, les nomades qui étaient tout autour. Probablement entre plusieurs groupes aussi. On a l'impression qu'il y a peut-être des tribus différentes, mais on peut parler presque de traces de guerre. Un monde violent, confirmé par le dévoilement du visage de la 5e momie. Sous une tunique repliée en guise de suaire, le masque grimaçant d'un tout jeune homme apparaît à la lumière. Bravo, dis donc, bravo. Son visage contracté et sa bouche tordue dans un rictus traduisent les souffrances qu'il a endurées dans la mort. L'absence de suaire rouge et de pelisse confirme que cet individu a subi un traitement à part. Pour l'équipe réunie à son chevet, il ne fait guère de doute que cet adolescent n'est pas mort dans un combat, mais qu'il a été supplicié. Au cours de l'examen, Annie découvre un nombre important de lésions sous la chevelure, qui a été soigneusement rabattue sur les blessures lors de la toilette funéraire. C'est bizarre ça, ces poupées là. Mais oui, il y a un grand... dans les cheveux là, oui, regarde. Ça, comme un liseré. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu me dis de ça, des trous circulaires comme ça? Alors celui-là, tu vois, manifestement, il y a un truc qui est rentré, qui est ressorti. Parce que tu vois, il y a un soulèvement des écailles. Ça peut être de la pierre. Vous en êtes déjà à l'objet. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment ça s'est passé. Alors, actuellement, on ne comprend même pas. Mais on comprend, c'est ce que je disais, ni l'objet, on ne peut pas identifier l'objet, on ne peut pas restituer le scénario. Donc là, non, mais de toute façon, le scénario, on n'y arrivera pas. On ne pourra jamais dire quelle est... Voilà. Ou à émettre une hypothèse plausible. Bon, là, pour l'instant, on a... Là, si tu veux, ça c'est un coin, une pioche, un truc comme ça. Il y en a un autre, là, j'ai pas vu celui-là. Ouais, ça, c'est un coup de hache, ça, voilà. d'épée. Voilà. Apparemment, ce qu'on peut dire, c'est que c'était un acharnement et qu'ils avaient des techniques d'acharnement qui étaient semblables. Oui. Donc à partir de là, ils avaient peut-être des outils qui étaient des outils qui servaient que pour ça et que tu as pu ne pas retrouver. Oui.
Il aurait eu d'abord une série de traumatismes devant, sur les genoux, sur le crâne, et ensuite on le retourne, on frappe sur les cuisses et la partie postérieure de l'occipital. Si on imagine le scénario le plus court, parce qu'on a pu aussi le tourner dans un sens, puis dans l'autre, etc. Mais sur le scénario le plus court, c'est ça. Et encore une fois, avec plusieurs intervenants et plusieurs objets. Donc c'est des cas d'acharnement, si tu veux, sur un sujet. On ne peut pas savoir ce que c'est, mais peut-être il avait, si tu veux, il fallait le punir, mais plus que le tuer. Donc, et plusieurs personnes sont intervenues. Ça peut se passer dans certaines communautés, s'il enfreint certaines règles. Tu sais, chacun doit donner son... Un coup. Chacun doit donner son coup. Après les révélations du supplicié, les archéologues ont pris la décision de soulever les suaires des autres momies. Là, le problème, c'est qu'il va falloir faire gaffe de ne pas détacher la peau. Là, le nez est passé, on arrive de l'autre côté. Attends, il y a la moustache. Et là, c'est... Posé en dernier sur le visage du défunt après la toilette funéraire, ce suaire en toile rouge devait marquer le passage du monde des vivants à celui des morts, comme une porte qu'on refermait sur lui. Je ne savais pas si la peau serait conservée. J'espérais trouver des traces de la préparation du corps, en fait, de la toilette mortuaire. Alors que là, l'étoffe a laissé une certaine humidité sur les chairs qui finalement finissent par former plus qu'un avec le tissu. En retirant le suaire de l'homme écrasé, les chercheurs ne sont pas au bout de leur surprise. Il a aussi des trucs dans le nez, j'ai l'impression. Il a une plaquette d'or sur la bouche. Tu vois? C'est une feuille d'or rectangulaire avec deux trous. Parce que généralement, on les a détachés. Ça peut être cousu sur un vêtement. Ou... Ça, c'est très très bien. Ça va bien avec ce personnage. Bien vu, Georges. C'est la première fois qu'on retrouve sur une momie du Taklamakan un cache-bouche en feutre orné d'une plaquette en or. C'est étonnant, hein? Tu peux me le tenir comme ça, parce que tu vois, il y a cette... c'est bien, il y a un fil. On sait que cette femme filait la laine, puisqu'on a retrouvé dans son sarcophage une fusailleule et son fuseau en bois. Mais l'usure de ses dents révèle qu'elle travaillait aussi les peaux. Oh, elle est tatouée, elle a de la peinture. C'est pas vrai. Là, sur la joue. Là, il y a un trait qui remonte jusque sous l'œil. Sur le nez aussi, comme ça. Et il y avait une... C'est pas ça avec le nez. Non, c'est peinture. C'est peinture. C'est peinture. La lumière infrarouge fait ressortir la présence de motifs peints aux pigments rouges et jaunes sur les joues de cette vieille femme. C'était pas mal, t'avais fait un mouvement qui était bien. Ce sont des motifs géométriques, en forme de chevrons et de stries. Ça m'évoque une swastika. Par ici? Sur les tempes de deux autres momies, on devine des sortes d'enroulements, tatouages à demi effacés. Ces peintures concernaient-elles le monde des morts ou celui des vivants? Les momies de Charchan, contemporaines de celles de Jumbulakkum, attestent que cette pratique des peintures était répandue chez les peuples du Taklamakan. Leurs motifs rappellent encore une fois ceux des tombes gelées de l'Altaï et soulignent leur parenté avec les Scythes. Mais leur symbolique reste indéchiffrable. Désignait-il un statut particulier des individus ou était-il destiné à les protéger dans la mort? À Soubéche, des offrandes de céréales et de viande trouvées dans des tombes de la même époque confirment que ces peuples du désert étaient des agriculteurs sédentaires et des éleveurs, mais aussi des cavaliers et des chasseurs côtoyant les nomades qui sillonnaient le Taklamakan et dont il fallait se défendre. Peu à peu se recompose l'image d'un monde aux origines ethniques très diversifiées, ouvert sur un immense espace géographique,
allant du désert aux steppes de l'Altaï et de la Mongolie. Les grandes discussions, c'est toujours est-ce que ce sont des Européens, est-ce que ce sont des Chinois, etc. Et pendant longtemps, on considérait qu'il n'y avait pas de caractère asiatique chez ces sujets. En fait, on a trouvé des épaississements à l'intérieur de la mâchoire inférieure, de la mandibule. Donc ça montre qu'il y avait déjà des mélanges entre populations. On peut même se demander, si tu veux, si à l'époque, il n'y avait pas déjà de temps en temps des sujets qui, en dehors des contacts qu'il y avait entre populations, de proche en proche, s'il n'y avait pas des sujets qui venaient de plus loin et qui s'implantaient ici. Ces mélanges résument bien la longue histoire d'une région située sur le parcours des caravanes chargées de soie, de jade, d'épices et d'autres matières précieuses destinées au reste du monde. Une terre en perpétuel contact avec les tribus nomades et les grands empires voisins de la Chine et de la Perse, où coexistent depuis des temps anciens de nombreuses ethnies. La mission s'achève. Des femmes ouïghours travaillant au musée de Urumqi ont été invitées à venir voir les momies avant qu'elles ne soient conservées à l'abri de la lumière, dans l'attente d'une future mission de restauration. Ce peuple croyait-il à une vie après la mort? Les offrandes et les objets retrouvés dans leur tombe le laisseraient supposer. Mais de quelle façon? Il reste encore beaucoup à découvrir sur ces habitants du désert. Mais grâce aux 5 momies de la Kéria, ils ont un visage et une histoire que les chercheurs ont commencé à déchiffrer. Ça me semblait un peu artificiel de la représenter portant toutes ces offrandes. Moi je pense qu'elle est bien avec sa canne, d'autant plus que je crois bien me souvenir qu'elle avait de l'arthrose. Parfait. Oui, elle est un peu penchée également, et le type la soutient, ça permet de les mettre côte à côte et de montrer un peu que lui est plus grand qu'elle. Une nouvelle étape de l'enquête commence. Thibaut Fournet, l'architecte de la mission, peut imaginer par le dessin et la couleur à quoi ressemblaient les habitants de Jumbulakkum. Je le ferai un peu plus rouge, peut-être. Lui aussi, des traces de tannage, des trucs comme ça. C'est plutôt féminin. À mon avis, lui ne s'occupait pas des peaux. Je sais pas, c'était peut-être un riche éleveur ou le patron de la forge. Ah oui. Le notable dans son palais. Un cavalier, chasseur. Non mais c'est très bien là comme ça. Sous le pinceau de l'aquarelliste, les momies deviennent des personnages qui nous transportent dans l'univers de la Kéria antique.
Ces hommes et ces femmes devaient mener une vie proche de celle des habitants du delta actuel, rythmée par les travaux des champs. La présence du fleuve leur avait permis d'édifier une cité prospère au milieu des forêts de peupliers qui s'étendaient à perte de vue. Des caravanes emportaient leur production de bois, de tissus et de peaux vers les grandes oasis du nord et du sud. Elles en rapportaient le métal et la pierre, qui étaient rares dans cette région. L'eau de la Keria était leur source de vie. L'eau sans quoi tout retourne au désert. Il y a 2500 ans, le lit du fleuve a basculé vers l'est et son delta s'est progressivement asséché. La vie à Jumbulakkum s'est arrêtée. C'est la piste des origines de ces habitants que veulent maintenant remonter les archéologues. Le futur, c'est avant Jumbulakkum, c'est les ancêtres des gens de Jumbulakkum ou les gens qu'ils côtoyaient. Pour nous, le futur, c'est progresser dans notre connaissance de l'histoire de la vallée de la Keria, de l'évolution de son environnement et de son peuplement, et donc dans la compréhension de l'histoire ancienne. Il est possible qu'il y ait un autre site très important, plus ancien, plus loin. Donc le futur, c'est essayer de rentrer de nouveau dans le blanc de la carte, puisque pour toute cette région, il n'y a pas de vestiges plus anciens.